Hier, Sonia, l'administration Trump a rendu officiel le fait qu'elle allait vendre à l'Ukraine des missiles à longue portée dont l'Ukraine a énormément besoin pour une somme de 825 millions d'euros. Alors, est-ce que c'est cela la méthode idéale préférée de Donald Trump, c'est-à-dire vendre, ne pas donner, j'ai bien dit vendre à l'Ukraine et en même temps, donc vendre pour qu'on puisse continuer la guerre, tout en prétendant qu'on va l'arrêter, finalement, puisque Donald Trump, comme vous venez de le dire, se vend comme chantre de la paix et futur peut-être lauréat du prix Nobel de la paix. Oui, alors tout d'abord, par rapport à cette vente, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de personnes dans cette administration qui poussent pour que le ton, les positions adoptées par la Maison-Blanche soient plus fermes à l'égard de la Russie. C'est notamment le cas du secrétaire d'État Marco Rubio. Et d'ailleurs, dans le communiqué du département d'État qui annonce cette vente, l'Ukraine est présentée comme un pays partenaire. Et puis, c'est un deal, évidemment, comme Donald Trump les aime, parce qu'avec cet accord, cette vente qui est financée en partie par des pays membres de l'OTAN, les Américains font des affaires, mais ça signale aussi que Donald Trump est de plus en plus réceptif à la demande des pays européens de continuer d'aider à armer l'Ukraine. Donald Trump, qui le sait bien, il sait qu'il est sûrement mené en bateau par Vladimir Poutine, mais on sent toujours cette grande prudence parce que l'un de ses objectifs principaux en tentant de mettre fin à cette guerre, c'est surtout de pouvoir reprendre les affaires avec Moscou. Merci Sonia Dridi, merci infiniment. Vous étiez avec nous en direct de Washington. Pour revenir à ce qu'a dit l'ogre, parce que c'est quand même le mot du jour, de la soirée. Enfin, ça faisait un certain nombre de jours que Emmanuel Macron l'avait prononcé, donc avait comparé Vladimir Poutine à un ogre. Le Kremlin a réagi et voilà exactement ce qu'on a dit assez calmement sur le ton qui doit être celui du porte-parole du président Vladimir Poutine, donc Dimitri Peskov. Permettez-moi de vous rappeler la position du président Poutine. Il n'exclut pas la possibilité d'une telle rencontre, mais estime que tout sommet doit être bien préparé afin de pouvoir finaliser le travail préparatoire qui doit d'abord être effectué par des experts. À ce stade, on ne peut pas dire que le travail des experts soit, disons-le, en plein essor. Michel Goya, cette semaine, c'est vrai que des tractations continuent, c'est vrai qu'il y a encore des déplacements. Le conseiller spécial du président ukrainien Yermak et le secrétaire du Conseil de la sécurité nationale ukrainien Umerov seront à New York tous les deux cette semaine en négociation, justement. Donc, est-ce que ça avance? C'est-à-dire quand Vladimir Poutine dit, parce qu'il l'a réitéré aujourd'hui, qu'il n'est pas contre la tenue de ce sommet, mais qu'il faut que les rencontres soient bien préparées. Qu'est-ce que cela veut dire exactement? Ça veut dire qu'il ne veut pas. Ah, pour vous, ça veut dire qu'il ne veut pas? Mais non, mais vous en êtes convaincu? Oui, mais personne n'a cru une seconde qu'il y aurait réellement, au moins à ce stade, en tout cas, un sommet entre Zelensky et Vladimir Poutine. Vladimir Poutine a dit ça à Trump, encore une fois, pour lui faire plaisir, pour gagner du temps, pour le dilatoire. Je vous coupe un instant, Michel Goya, mais les images que nous voyons à l'écran, c'est aujourd'hui, c'est bien sûr le conseiller spécial Yermak avec le conseiller spécial du président Trump, Steve Witkoff. Donc les tractations sont continuées. Ça continue. Vous pensez que cette rencontre, que du côté russe, on n'est absolument pas en faveur de cette rencontre et qu'on fait tout pour qu'elle n'ait pas lieu? Oui, en disant, écoutez, voilà, on veut bien se rencontrer, mais voilà nos demandes. Voilà nos propositions qui, elles, n'ont pas changé, qui sont bien connues. Voilà. Donc, si on se rencontre, c'est pour se mettre d'accord sur nos demandes. Alors, mais quand on est en négociation, on échange des demandes, Michel. Oui, d'accord. On peut commencer à avoir des négociations éventuellement qui ont une petite chance d'aboutir à quelque chose à partir du moment où pour vous, il y a zéro chance. Mais attention, si la rencontre a lieu, on se souviendra. Mais un petit détail. Le sommet à Anchorage, le sommet entre le 15 août. Du 15 août. Entre les deux plus grandes puissances nucléaires du monde, s'est préparé en moins de 10 jours. Jamais dans l'histoire, un sommet n'a été organisé aussi rapidement. Donc, pour rencontrer le président américain, il peut s'organiser, les équipes peuvent se parler, tout coordonner
en une semaine. Et pour rencontrer un président qui ne considère même pas comme étant légitime, et ben là, il faut des préparatifs qui vont durer des mois. Mais Samantha, c'est parce que c'était pas les mêmes enjeux, puisque Poutine avait tout intérêt à rencontrer Donald Trump. Et d'aucuns disent d'ailleurs que c'était pas du tout un sommet, parce que justement, ça n'avait pas été préparé. Vous avez tout à fait raison. C'est pour ça que je dis ça. Je dis que c'est une excuse qui ne veut strictement rien dire. Cette phase préparatoire, si on a envie de faire un sommet, on le fait. Oui. Et on le fait en 5 jours, comme. D'accord. Mais est-ce que vous pensez, comme Michel Goya, qu'il n'aura pas lieu? Je pense qu'il n'aura pas lieu. D'accord. Ça fait déjà 2 sur le plateau. 3. 3. Alexandre Melchior, et ça, je le savais. 4. Xavier Titelman et vous, Lucas Manger. Je sais pas. Mais j'ai décidé d'être un peu optimiste. Donc, moi, je pense qu'il aura lieu. Ouais, mais je pense que ça sera dans longtemps. Oui. Ah oui. Juste une petite précision. Parce qu'actuellement, à ce moment-là où nous parlons, il y a une réunion extraordinaire du Conseil de sécurité de l'ONU. Oui. Où la délégation ukrainienne a débarqué en masse, et d'ailleurs à un niveau très élevé. Yermak, vous l'avez évoqué, oui. Aussi le Premier ministre. Mais il me semble que du côté russe aussi, tout le monde avait dit qu'on élevait le niveau, mais donc ils ne l'ont pas fait. Justement, non, parce qu'il y a un second couteau qui est actuellement dans la salle. Peut-être, donc, le représentant russe prendra la parole, peut-être, mais ça se déroule à ce moment-là. Donc, du côté russe, on ne joue pas le jeu, c'est ce voilà, on ne joue pas le jeu, c'est toujours une sorte de maskirovka, c'est-à-dire mascarade oui. Ou habillage, ou à camouflage, finalement, de manque de désir de la Russie de négocier véritablement et toujours la volonté d'aller jusqu'au bout dans la réalisation de ces projets. Ceci dit, vous avez raison dans le sens où quand au 15 août, après ce sommet à Anchorage, quand j'ai entendu que officiellement les Russes et Vladimir Poutine avaient dit qu'il était d'accord pour rencontrer Volodymyr Zelensky, j'avais quand même beaucoup de mal à y croire. Et je me demandais, j'ai passé quelques coups de fil en Russie pour essayer de comprendre si c'était bien le cas ou pas. Mes sources russes m'ont dit qu'il s'agirait d'une énorme concession, Lucas Manger, que Vladimir Poutine ferait éventuellement à l'Ukraine, que c'était présenté, que ça serait présenté comme une concession. C'est-à-dire que Vladimir Poutine consentirait à rencontrer Volodymyr Zelensky, c'est quand même un comble. Parce qu'il faut voir d'où ça part. Il y a 3 ans et encore depuis 3 ans et jusqu'à il y a encore quelques semaines, il considérait Zelensky comme un nazi, comme un criminel, comme un trafiquant de cocaïne, comme un drogué. Voilà. Donc du point de vue russe, le simple fait, du point de vue du Kremlin, pardon, du point de vue Kremlin. Russe, le simple fait de rencontrer Zelensky et c'est peut-être ce qu'il a dit à Trump, est déjà absolument énorme. C'est-à-dire que pour lui, président de la Fédération de Russie, rencontrer un personnage qu'il qualifie depuis des années de fantoche et dont il ne reconnaît pas la légitimité. Oui, absolument. Discours qui a d'ailleurs été repris dans le narratif américain depuis que Trump est revenu au pouvoir et qui est repris par certains dirigeants politiques français. Zelensky n'est plus légitime. Donc pour lui, cette concession est déjà énorme. Ce qui fait qu'effectivement, il y a peut-être peu de chances pour qu'il le rencontre. Qu'il se rencontre. La seule chose qui pourrait faire qu'il se rencontre, c'est que Trump serre la vis économiquement et qu'il lui dise tu n'as plus le choix, il faut le rencontrer. Lui mettre le couteau sous la gorge. Tu vas gagner, tu auras le Donbass et la Crimée, mais il faut le rencontrer parce qu'aux yeux de l'opinion publique internationale. Et puis il ne faut pas oublier qu'aux États-Unis, Trump, il a quand même un électorat. Il n'est pas complètement, il est pas complètement fou. Il y a des élections. Il s'adresse aussi à son électorat. Il s'adresse à son électorat. Il a promis à son électorat qu'il réglerait tous les conflits de la planète en quelques semaines, qu'il n'était pas un président guerrier. Donc il commence. Il y a au sein de l'équipe et des partisans républicains MAGA, il y a un certain nombre de gens. Mais qu'est-ce qu'il fait, quoi? Je veux dire, on continue à soutenir l'Ukraine alors qu'il suffisait de faire la paix assez rapidement. Donc ça commence à être compliqué aussi pour Trump. Et d'un point de vue purement militaire, Xavier Titelman, sur le terrain, la guerre ne faiblit pas, puisque aujourd'hui, le bilan des frappes russes d'hier sur la capitale ukrainienne, Kiev, est monté jusqu'à 25. Donc on en est aujourd'hui à 25 personnes mortes. Civiles à 100%. Civiles à 100%, dont 4 enfants et une cinquantaine de blessés. Je rappelle que fin juillet, donc peu avant le sommet d'Anchorage, en Alaska, une autre frappe, là ce sont les images de la frappe russe d'hier, une autre frappe russe fin juillet avait fait 30 morts également à Kiev. Donc ça, vous confirmez, sur le terrain, ça ne faiblit pas.
Sur le terrain, il y a eu une pause de 2 semaines juste avant la rencontre entre Trump et Poutine pour faire semblant qu'il était le gentil. Mais une pause de quel genre? C'est-à-dire parce que... J'y ai été, j'ai pas eu la moindre alerte aérienne. Pendant 15 jours? Pendant 15 jours. Il n'y a pas eu d'alerte aérienne? J'ai pu dormir en Ukraine. C'est la première fois. C'était extraordinaire. La première fois depuis 3 ans que j'ai 15 jours où il ne se passe rien. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ils ont fait des stocks. Et puis maintenant, ils vident leurs stocks. Et ils ont fait des stocks, certes, mais ils voulaient surtout avoir leur rencontre avec Donald Trump à Anchorage. Exactement. Ils ont voulu donner le change, donner l'impression que c'est eux qui essaient de faire la paix. Et maintenant, finalement, ils recommencent à faire des volets inégalés, concentrés sur des civils à 100%, une attaque à 600 missiles sur des civils à 100%. Tout en disant qu'il s'agit de cibles militaires. Des maisons, des stations de pompage d'eau courante, vraiment très très militaires. Et c'est ça qui a énervé Trump aussi. C'est ça qui fait que Trump, pour la première fois, a autorisé la vente de milliers de missiles à très longue portée, qui s'appelle le ERAM, au-delà des 300 km, qui était la règle qu'on s'interdisait de dépasser jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, on bridait nos armes, même le Scalp, qui va à plus de 400 km, on réduisait sa portée à 300 km pour respecter les traités. Mais oui, vous avez raison, il fut un temps où on ne cessait de parler du fait qu'on se bridait. Et là, c'est passé comme une lettre à la poste, le fait que Donald Trump ait accepté de débrider les missiles. Sur les traités que la Russie viole. La Russie viole ces traités en achetant des armes nord-coréennes et iraniennes qui vont à plusieurs milliers de kilomètres. Donc nous, maintenant, les Américains s'autorisent à faire pareil. Mais il y a quelque chose, moi, qui m'a vraiment frappé, et c'est peut-être mon côté britannique, c'est que le British Council, qui c'est pas l'ambassade, mais c'est vraiment l'équivalent de la représentation culturelle, qui a été frappé 2 fois, et Donald Trump... Qui a été frappé 2 fois hier dans les frappes russes à Kiev. Et donc, pas de mort, un gardien blessé, l'immeuble endommagé. Pour les Britanniques, c'est vraiment très, très grave. Donald Trump, qui est censé être l'allié des Britanniques, qui est censé avoir cette relation spéciale avec le Royaume-Uni, n'a rien dit. Ah oui. Une représentation quasi diplomatique de son plus grand allié. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il ne dit rien en public et sa porte-parole dit finalement les Russes, les Ukrainiens frappent sur les installations pétrolières russes et donc les Russes frappent sur une installation qui appartient à un allié et c'est une équivalence. Si vous voulez une démonstration de quelque chose qui ne tourne vraiment pas rond à Washington... Il n'y a pas que British... Vous avez raison de le dire, Samantha. Il n'y a pas que British Council qui a été visé, mais aussi la représentation de l'Union européenne. Tout à fait. Le bâtiment qui représente l'Union européenne à Kiev. C'est une attaque aussi contre l'Europe. Et finalement, ces frappes massives qui visent des civils et des institutions européennes, c'est la vraie réponse de Poutine à toutes les propositions de négociation. Il y a quelques semaines, le consulat de Pologne a été touché. Vous vous souvenez de la réaction? Oui. Également à Kiev, tout à fait, zéro. Pourquoi est-ce qu'ils s'arrêteraient? Encore une fois, tant qu'on recule, tant qu'on les laisse aller plus loin, forcément ils vont continuer. Et la prochaine étape, on ne sait pas ce que c'est, mais vu qu'on ne réagit pas, à part des paroles, les paroles c'est bien. Si on donnait 500 missiles de plus, là il y aurait peut-être un frein de la part des Russes. Et c'est pour ça que Poutine nargue, il teste les limites, il repousse les limites toujours.